Bonjour à tous, bienvenue à la Foire de Pau, bienvenue dans notre conférence de la mobilité en Béarn organisée par le groupe Sud-Ouest, une conférence qui a lieu dans cette rentrée politique et économique de la Foire de Pau début septembre. Alors cette conférence, comme vous pouvez le voir, vous qui nous suivez sur nos sites internet de la République des Pyrénées, l'Éclair et Sud-Ouest, elle est diffusée le 20 septembre, seulement elle a été enregistrée un petit peu avant, dans le cadre de la Foire de Pau. On s'intéresse cette année, une fois n'est pas coutume, à la mobilité et aux mobilités, dans ce qu'elles changent de notre quotidien. Alors, ce qui est évident à la lumière de cette rentrée, c'est que l'été a été particulier en termes environnementaux. C'est un été de feu qui a été marqué par des incendies dans toutes les zones de la France et notamment dans notre grande région Nouvelle-Aquitaine. Ça a créé des polémiques sur l'utilisation des transports notamment. On en a parlé à la rentrée avec la polémique autour des joueurs du PSG et du train qui ne prenaient pas pour aller à Nantes et qui préféraient l'avion pour faire ce qu'on pouvait faire en 2 heures de TGV Atlantique. Alors il nous a semblé pertinent d'une nouvelle fois interroger ce qu'on pouvait faire en termes de mobilité, comment on pouvait avancer dans cette thématique. Et surtout, on est ici en Béarn avec la République des Pyrénées, l'Éclair et Sud-Ouest Béarn-et-Soule. On voulait s'interroger sur ce qui se fait sur ce territoire en termes de mobilité pour trouver des solutions à la voiture individuelle et aux flottes de camions ou de bus qui roulent encore aujourd'hui presque exclusivement au diesel. Oui, on a vu, et on va le voir avec nos intervenants aujourd'hui, que l'on n'a pas entendu en Béarn d'avoir les conséquences que l'on voit aujourd'hui, que l'on a des entreprises, que l'on a des organismes qui ont anticipé cette évolution, et c'est ce que l'on voulait illustrer. Alors c'est vrai qu'on fait cette émission, on a voulu l'enregistrer à la Foire de Pau, parce que la Foire de Pau est un moment important, c'est la rentrée économique, c'est vraiment tous les professionnels qui se retrouvent, et c'était le moment pour mettre en lumière ces problématiques qui sont essentielles. On va commencer par présenter l'ensemble des intervenants. Je vais commencer par Sandrine Lafargue. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Donc, vous êtes élue au conseil départemental, vous êtes élue de l'Escar, et le conseil départemental est un acteur important. Vous allez nous en parler sur la mobilité, et notamment la mobilité électrique. Vous fédérez un peu les actions qui se déroulent tant en Béarn qu'au Pays Basque sur votre territoire. Oui, tout à fait. Donc, j'ai en charge les transitions environnementales et dans ma compétence, je travaille sur les politiques vélo et les aires de covoiturage. Et l'ambition du département s'inscrit tout à fait dans ces transitions des mobilités douces, avec un travail depuis longtemps, depuis 2007 sur une politique et 2014 sur une politique, sur les aires de covoiturage et sur la mise en place de possibilités de pistes cyclables, de voies vertes, pour améliorer et inciter les utilisateurs à changer de pratiques de mobilité. Voilà, et on va le voir notamment, je crois que le 15 septembre, il y a un grand rendez-vous à Orthez. Il y a différents rendez-vous sur l'ensemble du territoire. À vos côtés, Madame Lafargue, Samuel Sanchez, bonjour. Vous êtes le directeur de la région Grand Pau pour le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Alors vous allez nous dire comment votre entreprise participe de cette révolution dans la mobilité, notamment de ses collaborateurs. Vous avez combien de collaborateurs déjà? Une centaine, c'est ça? Une centaine, oui. Une trentaine. Une centaine, pardon. Une centaine, ok. Et combien d'agences sur le territoire? 15 points de vente sur le territoire palois et première ceinture. Très bien, merci. Ben on va vous entendre sur tout ce que vous développez au sein du Crédit Agricole. À vos côtés, il y a Pierre Montosé. Alors, Pierre Montosé, c'est GRDF, mais vous êtes plus spécialisé sur le GNV et le bio-GNV. Alors déjà, la première question pour le grand public, qu'est-ce que le GNV? C'est un type de gaz, mais vous allez nous en dire plus. Oui, bien sûr. Alors, c'est exactement le même gaz que celui qui est dans les habitations pour l'usage de chauffage, eau chaude, etc. Il transite exactement par les mêmes réseaux également. La différence, c'est que pour rentrer dans un réservoir principalement de poids lourds, il va être comprimé. Donc, une station GNV, ça va être le gaz qui est comprimé et qui va rentrer dans un réservoir plutôt d'un poids lourd. Et GRDF travaille justement au déploiement des biogaz comme carburant. C'est vraiment le point important sur lequel on va insister. Oui, alors j'allais y venir. En quoi ça répond à l'enjeu de la conférence d'aujourd'hui, c'est que
le gaz que l'on connaît, qui était fossile, est de plus en plus vert. Et notamment en Béarn, on sait qu'on sera à minima à 25% de gaz vert dans les réseaux. Donc quand on parle de GNV, de manière automatique, on parle aussi de bio-GNV. D'autant plus que localement, on a beaucoup de méthaniseurs qui injectent. Et donc on a une énergie locale pour l'usage mobilité, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure un petit peu plus en détail. Je savais qu'on avait parlé des méthaniseurs et très vite. Je ne sais pas pourquoi. À vos côtés, notre quatrième invité, Rémi Orlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional adjoint de la Banque des Territoires. Alors, pareil que pour M. Sanchez, vous allez nous expliquer comment la Banque des Territoires appuie la transition dans les mobilités. Mais bon, peut-être que vous pouvez nous présenter votre banque, qui n'est pas une banque comme les autres. On a toujours un petit peu de mal à vous définir. Tout à fait. La Banque des Territoires, c'est la déclinaison territoriale de la Caisse des dépôts, établissement public. Et pourtant, c'est une banque, c'est-à-dire qu'elle accompagne les projets locaux, qu'ils soient portés par des acteurs publics, des collectivités, des universités, des hôpitaux, mais aussi qu'ils soient portés par des partenaires privés. Donc, dans certains cas, on pourra faire du prêt aux acteurs publics, et dans d'autres cas, on investira, comme un investisseur privé classique, aux côtés des partenaires privés. À vos côtés, François Tillous, vous êtes directeur territorial d'Enedis. En 2 mots, Enedis, je pense que tout le monde connaît, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien effectivement de le rappeler, parce qu'il y a parfois des confusions. Donc Enedis, c'est le distributeur d'électricité. Donc c'est nous qui sommes chargés partout sur le territoire d'entretenir et de moderniser le réseau électrique, donc partout en France. Et on le voit, donc on va commencer par vous. On voit il y a quelques années, les ventes de véhicules électriques étaient encore anecdotiques. Là, elles commencent à se développer de plus en plus. On prévoit une multiplication par 15 du parc de véhicules légers, des voitures de vous et moi, d'ici 2020. Et comment Enedis... D'ici 2030, pardon. Et comment Enedis regarde un peu ce phénomène et comment Enedis surtout l'accompagne ? Enedis le voit comme un vrai défi, hein, puisque passer de 1 million de véhicules électriques aujourd'hui à 15 millions à l'horizon 2035, c'est permettre à ces véhicules de se recharger. Hein, et les infrastructures de recharge, elles sont raccordées au réseau d'électricité. Donc c'est là qu'on a un rôle à jouer important pour permettre aux clients de se recharger à la fois chez eux, puisqu'en fait les possesseurs de véhicules électriques, et c'est une différence par rapport aux possesseurs de véhicules thermiques, ils se rechargent majoritairement chez eux. 90% dans les études montrent que les possesseurs de véhicules se rechargent chez eux quand ils ont un véhicule électrique. Donc la recharge à domicile, mais aussi la recharge accessible au public ou sur la voie publique pour tout ce qui est déplacement un peu plus long, 400-500 km, puisqu'aujourd'hui l'autonomie des véhicules électriques ne permet pas d'aller au-delà de 300 à 400 km. Donc il faut pouvoir se recharger sur autoroute, se recharger dans les parkings à destination ou sur la voie publique. Quand on fait des déplacements de 500 km. Vous avez vu une explosion des demandes de connexion, de raccordement, de bornes électriques à domicile ou dans les entreprises ? Alors, on voit effectivement aujourd'hui une explosion des demandes de raccordement, principalement sur les parkings et les centres commerciaux, parce que c'est une obligation qui sont dans les lois, soit la loi LOM sur les mobilités, soit la loi climat et résilience. Hein, il y a des obligations pour les centres commerciaux, par exemple. Et puis on voit aussi une croissance importante qui accompagne ce que vous avez dit sur les véhicules électriques à domicile, principalement pour l'instant sur les maisons individuelles. Alors c'est une question hein, d'ailleurs sur ce développement, parce que c'est un vrai frein en réalité. L'image qu'on a, c'est la voiture électrique dans le pavillon de banlieue ou à la campagne. Pour ce qui est des centres-villes, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que il va pas y avoir une limite, puisque les ambitions des constructeurs et du gouvernement, elles sont très importantes sur le développement de la mobilité électrique, mais est-ce qu'il n'y a pas une limite là, de la réelle politique en termes d'aménagement ? Est-ce qu'on ne va pas manquer de bornes à un moment ? Effectivement, il pourrait y avoir une limite, parce que, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus facile de faire installer un point de charge ou une borne chez soi quand on a une maison individuelle. Hein, c'est très simple, on demande à un installateur, on n'a souvent même pas besoin de passer par Enedis. En revanche, quand on habite comme ici à Pau dans des logements collectifs, là c'est beaucoup plus compliqué. Et plus de 40% des Français habitent dans des immeubles. Donc c'est un vrai enjeu. Heureusement, la loi climat et résilience, elle prévoit, il y a une disposition qui prévoit que dans les 15 ans qui viennent, on va installer dans tous les immeubles collectifs de France des infrastructures de recharge de véhicules électriques, soit par des opérateurs privés, soit par Enedis,
Et le gros avantage qui est prévu dans la loi, c'est qu'il n'y aura pas pour la copropriété à avancer l'argent de ces infrastructures, hein, ce qui serait peut-être un frein, parce qu'aujourd'hui, dans les copropriétaires, la majorité n'ont pas de véhicules électriques, donc ils ne sont pas intéressés à payer ces installations. Enedis va avancer l'argent, donc ça sera très simple pour un habitant d'un immeuble collectif. Il pourra très simplement, comme s'il avait une maison, demander un raccordement individuel, et il paiera juste la quote-part de l'installation collective qui aura été installée par Enedis. Alors moi, je vais me permettre une petite question, puisque je suis un mauvais élève. Je roule en voiture thermique. Donc j'ai vu le prix de mon plein fluctuer, mais beaucoup augmenter, notamment cette année. C'est quoi la différence en termes de coût d'utilisation? Je vois à peu près le plein de ma voiture, combien elle me coûte, mais pour recharger complètement ma voiture électrique, ma future voiture électrique. Alors, comme je le disais, la majorité des possesseurs de véhicules électriques, ils rechargent chez eux. Donc ils ont le même tarif qu'ils payent sur le tarif d'électricité de leur domicile. Donc ça veut dire qu'un plein pour un véhicule électrique, c'est moins de 10 €, mais ça permet de faire environ 300 à 400 km d'autonomie. C'est ce que permettent aujourd'hui les batteries d'un véhicule électrique. Donc si on rapporte ça à l'autonomie d'un véhicule thermique, plutôt 600 à 800 km, on doit multiplier par 2. Donc on peut dire que pour moins de 20 €, c'est le plein d'un véhicule électrique pour faire 600 à 800 km, à comparer avec les autour de 100 €, je pense, aujourd'hui pour un véhicule gazole ou essence. Hein, donc on voit que même si le prix, c'est vrai qu'en ce moment il y a des tensions sur les prix de l'électricité, hein, on est quand même bien en dessous encore à l'usage pour les véhicules électriques. Après, se pose la question, hein, effectivement, du coût à l'achat, qui est encore bien supérieur pour un véhicule électrique. Et là, les constructeurs sont en train d'œuvrer pour que dans les années qui viennent, le prix soit équivalent à celui d'un véhicule thermique. Oui, puis il y a l'amortissement et le fait que les voitures se rentabilisent sur plusieurs années. Absolument, et aussi que l'entretien d'un véhicule électrique, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux. Hein. Il n'y a pas toutes les chaînes de distribution et tout ce qu'il y a dans un moteur à essence ou un moteur gazole. On attend la TIPP sur les véhicules électriques hein, pour savoir combien coûtera vraiment le plein dans 10 ans. Vous parliez, M. Thiouz, d'une généralité avec les gens qui installent leurs bornes chez eux, mais il n'y a pas que chez eux, il n'y a pas qu'à domicile, il y a aussi au sein de l'entreprise, ça peut arriver. Alors c'est le cas, je me tourne vers Samuel Sanchez qui doit me voir venir, puisque si j'ai bien suivi et j'ai bien lu le supplément que nous avons préparé, vous avez déjà installé plus de 70 bornes. Vous êtes en train, sur votre siège de Cercastet, au nord de l'agglo paloise. C'est un effort important, 70 bornes pour vos salariés. Oui, tout à fait. Déjà, on a la conviction que la facilité d'accès à une borne de chargement, c'est la clé de développement des véhicules électriques. Donc aujourd'hui, malheureusement, tous nos collaborateurs à Pyrénées-Gascogne n'ont pas un véhicule électrique, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit aujourd'hui des collaborateurs qui ont franchi le pas. Et notamment, on parlait tout à l'heure des collaborateurs qui habitent en ville. On a des collaborateurs qui habitent dans des appartements, qui ont des difficultés aujourd'hui à pouvoir se charger et donc à faire la démarche d'acheter un véhicule électrique. Donc on a ces collaborateurs-là qu'on a pu inciter à faire ça. Donc on a encore du chemin à faire, mais on voit déjà des tendances et des actes d'achat qui avancent sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez une flotte électrique au sein du CAPG ? Tout à fait. Donc j'allais y venir. Donc aujourd'hui, Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, c'est 88 véhicules en autopartage à disposition des collaborateurs. Cette flotte d'ici, alors il y a déjà une bonne partie qui est électrique ou hybride. Donc ils utilisent évidemment les bornes à disposition. Et puis d'ici début 2023, donc là, hein, dans quelques mois, la totalité de la flotte sera ou électrique ou hybride. Et puis évidemment, les offres ne s'arrêtent pas à nos collaborateurs, puisqu'aujourd'hui nos clients peuvent disposer aujourd'hui pour l'achat d'un véhicule propre d'offres très avantageuses, aussi bien particuliers qu'aux professionnels. Mais alors, il va falloir faire un tableau pour les tours de garde, parce que si je compte bien, les 88 véhicules, 70 bornes, plus les véhicules personnels, va falloir inscrire son nom. Comment vous allez vous organiser ? C'est des véhicules de service, donc oui, en effet, ils ont du succès, mais on saura aussi s'adapter en fonction du contexte et de l'évolution du contexte. Tout le monde aura le droit à sa borne. Tout à fait. Merci. Oui, Sandrine Lafargue. Donc là, je parle à la vice-présidente du conseil départemental chargée de la transition environnementale. Un des éléments marquants, on le voit, on vient de commencer à en parler, le covoiturage est un élément important. Et
le conseil départemental fait tout pour encourager les particuliers, notamment, à covoiturer. Comment ça se passe concrètement? Il y a eu plusieurs aires de covoiturage, il y a eu plusieurs initiatives dans ce sens? Tout à fait. Dans le cadre de son schéma départemental, depuis 2014, le département a fait regarder ce qui se passait en matière de covoiturage sur le département. Alors, en 2019, on a été un petit peu ralenti, puisque en raison de la loi LOM qui a changé les compétences et qui a donné les compétences aux EPCI, mais pour autant, le département continue à investir. Oui, vous avez tenu quand même à garder un pouvoir d'initiative, on va dire. Exactement, 300 000 euros par an dans le cadre de l'investissement sur ces aires de covoiturage, parce que les pratiques, elles peuvent changer, mais si on n'a pas les infrastructures qui vont avec, c'est compliqué. Donc en 10 ans, le conseil départemental a financé ou cofinancé 10 aires de covoiturage. Et on voyait bien que le covoiturage s'exerçait seul et il y avait des stationnements un peu sauvages. Et les 2 dernières en date, c'est Nousty et l'Escar. L'Escar, j'en suis fière, je suis élue sur le canton de l'Escar. Vous êtes élu de l'Escar et on voit quand même, quand on sort de la 64, on voit que c'est un succès. C'est un succès. Vous êtes sûr qu'ils ne vont pas chez Emmaüs? Non, c'est certain, parce que justement, avec mon collègue, le maire de Lens, nous avons, en 2016, les services nous ont proposé 2 phases d'élaboration du projet, 150 places et 80 places, et on a validé d'entrée les 230 places, et on a un taux de remplissage en moyenne 80-90%, avec même une aire de bus pour que le transport collectif puisse s'organiser. D'ailleurs, il y a du bus qui arrive, les transports arrivent jusque-là pour alimenter Emmaüs, par exemple. Et sur des zones un peu plus excentrées, par exemple à Nousty, ça fonctionne également? Oui, tout à fait. Même en milieu rural? Oui, tout à fait. Là, pour 2022, on a fléché deux lieux un peu plus périurbains ou ruraux, Garlin et Belloc. Alors, ce sont des petites tailles, 37 places ou 13 places, mais ça répond tout autant à un besoin de covoiturage, puisque la population, les coûts des énergies, du carburant... Avec l'augmentation du coût du carburant, c'est vrai que ça vaut peut-être le coup de partager. C'est ça, de partager les déplacements. Très bien. Alors, dans le transport, on parle beaucoup des voitures individuelles, du covoiturage. Il y a un domaine dans lequel on ne peut pas trop covoiturer, c'est les camions. Alors, si j'ai bien lu, là encore, notre supplément, je crois que les camions sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, on nous a parlé de 30% d'émissions en France en 2019. 31% des émissions de gaz à effet de serre pour les camions. Peut-être que c'est pas exactement ça. Est-ce que à GRDF, on se prépare? On sait que les flottes de camions, c'est ça qui vous intéresse. mais plus que les voitures, paraît-il. Vous participez à... Ah, ça marche pas. Alors là, c'est un passage au stand. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Allez-y. Oui, je disais, tout type de véhicule nous intéresse, mais effectivement, le cœur des véhicules qui vont utiliser le plus le gaz naturel véhicule, ça va être les poids lourds. Alors pourquoi? Parce que les caractéristiques du gaz naturel sont un avantage. On a parlé tout à l'heure de l'autonomie. Les véhicules lourds, après 2035, pourront continuer à être des véhicules thermiques. Et avec le gaz naturel, ils vont avoir une autonomie très importante. C'est pourquoi les véhicules lourds transport de marchandises s'orientent déjà fortement vers l'énergie gaz naturel. Alors ce n'est pas la seule raison, il y a l'autonomie, mais il y a aussi les caractéristiques par rapport à la santé. C'est-à-dire qu'un véhicule qui roule au gaz, il ne va quasiment pas émettre de particules fines, contrairement au diesel. Or on a un gros enjeu par rapport à la santé des habitants dans les villes et pas que, qui est de diminuer justement ces émissions de particules fines. Et aujourd'hui, la solution la plus mature, la plus fiable, qui permet d'allier pas de particules fines et autonomie importante, c'est le gaz naturel. Si en plus, je complète, ce gaz est vert et il l'est de plus en plus... Avec le bio-GNV, non seulement on va préserver la santé des gens, mais en plus, on va largement diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Alors concrètement... Pardon. Il y a des objectifs chiffrés pour un pourcentage de la flotte qui roulerait au gaz en 2030. On est en 2022. Alors il y a déjà les objectifs de la loi de transition énergétique pour diminuer tout ce qui est émissions de CO2 et particules fines. Les objectifs de la politique pluriannuelle des énergies, justement,
ça va être d'orienter le gaz sur la mobilité en 2050 à hauteur de 1/3. C'est-à-dire qu'on est sur un changement complet de paradigme. L'usage gaz pour la mobilité, partant du principe que le gaz sera à 100% vert en 2050, ça va être 1/3 du gaz produit en France, puisqu'il sera localement produit, dédié à la mobilité principalement des poids lourds. Oui, alors Romain a parlé des poids lourds, les camions, mais c'est aussi la mobilité des autobus, avec les autobus qui peuvent utiliser le GNV. Ça s'adapte facilement, le GNV ? Ça fait partie des atouts justement pour les conducteurs. Ils ont exactement les mêmes repères qu'avec un véhicule diesel, sauf qu'il ne pollue pas, il n'émet pas de CO2. Ils ont de l'autonomie, on vient de le dire. Et puis en plus, il y a des modèles qui sont déjà disponibles. Vous situez les autobus. Effectivement, on a des années et des années de recul. Toutes les grandes métropoles en France ont des flottes à 80%. Dans la région, il y a des bus qui roulent au GNV. Dans la région, il va y en avoir, des autocars, il va y en avoir. Cette année, tout à l'heure, on a parlé des stations privées pour l'électricité. La mobilité au gaz peut se faire à travers une station publique, c'est-à-dire ouverte à tout type de client qui va faire le plein comme il fait sa station essence. On peut également avoir des stations d'avitaillement, on appelle ça de l'avitaillement, pour les autocars, les autobus, les bennes à ordures ménagères. Donc sur votre dépôt, vous vous raccordez au gaz, vous comprimez le gaz, vous faites le plein, et il va y avoir effectivement, à titre d'exemple, Transdev et Car Alliance qui d'ici la fin de l'année vont mettre en ligne des véhicules qui vont faire Pontac-Pau, Pau-Orthès, avec des véhicules au bio-GNV. Ouais. Vous pouvez avoir le numéro de Sandrine Lafargue qui va militer pour équiper certains autocars en biogaz. Du département. On posait la question tout à l'heure à M. Thius sur le prix, la différence de prix entre un plein d'essence classique et le plein pour une voiture électrique. Est-ce que vous avez une idée du différentiel pour le gaz ? Là, je vous réponds, ça dépend quand. Ça dépend de la guerre en Russie. Ça dépend quand. En Ukraine. Oui, effectivement. Là, en ce moment, vous l'avez vu, toutes les énergies sont hors de prix. On est dans une non-maîtrise. On peut penser que les mesures qui vont être mises en place au niveau de l'Europe la semaine prochaine avec tous les ministres européens en ce sens vont y aider. Si on prend un peu plus de recul sur 5 années, il y a eu 4 années où le gaz était moins cher que le diesel. Et effectivement, là, depuis un an, avec la reprise des activités Covid, la spéculation et maintenant la guerre, le prix du gaz, comme celui de l'électricité, c'est conjoncturel, mais pas structurel. C'est ce qu'il faut dire. Vous avez anticipé ce que j'allais dire. Oui. Après, ce qu'on ne connaît pas, c'est la fin de la guerre, tout simplement, et donc de l'impact sur les prix actuels. Ouais. Alors, on a parlé des différents moyens, on a parlé des coûts, mais on va parler maintenant de la manière dont on finance cette transition écologique. Et là, je me tourne vers Rémi Orlin de la Banque des Territoires. C'est vrai qu'on a parlé des voitures particulières, on a parlé des autobus, des poids lourds, des trains. Quel est le rôle de la Banque des Territoires pour permettre cette transition dans les mobilités ? Notre rôle, c'est d'accompagner les grandes transitions de notre pays. Et au titre de la transition énergétique et environnementale, il y a bien évidemment la question des mobilités douces, des mobilités décarbonées. Donc on les accompagne à différentes échelles. Vous avez cité le ferroviaire, le projet qui est maintenant une réalité depuis 6 ans, la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Paris. Nous l'avons accompagné en prêt, en investissement, mais nous accompagnons également des projets très locaux, comme par exemple des pistes cyclables. Depuis 2020, dans la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons accompagné pour 16 millions d'euros de pistes cyclables. Il y a d'autres projets qui sont dans les tuyaux dont vous pouvez peut-être nous dévoiler le calendrier. Alors il y a plein de pistes de projets. Alors je peux plus facilement citer les projets qui sont aboutis que ceux qui sont en cours. Ceux qui sont en cours sont à la main des collectivités, puis une fois qu'elles ont, ça y est, établi par où allait passer la piste cyclable, quelles entreprises elles avaient choisi pour réaliser ces pistes, elles viennent nous voir, nous ou d'autres, à nous de montrer l'intérêt de notre offre, et elles viennent nous voir pour le financement. Là, récemment, on a financé pour 850 000 euros, par exemple, les pistes cyclables à Bayonne. Alors, il n'y a pas que ça, si j'ai bien compris, il y a aussi une flotte de bus électriques à Bayonne. On regarde au-delà de Pau, notamment à Sud-Ouest, et vous avez aussi participé de ça, et je crois que vous ne voulez pas faire de jaloux à la Banque des Territoires, et vous avez un petit peu aidé aussi pour le Phébus. Alors on accompagne effectivement tous les territoires pour tous les modes de locomotion, si je puis dire. Si je prends
D'un point de vue historique, on a commencé ici à Pau, à accompagner l'agglomération paloise pour l'équipement de ces lignes de bus Phébus. On a prêté pour 20 millions d'euros sur 30 ans, donc une capacité à accompagner les agglomérations dans ce long virage qu'elles ont à faire pour amortir ces équipements qui sont plus chers que des équipements thermiques. Pourquoi est-ce qu'on ne roule pas tous déjà à l'électrique et à l'hydrogène? Parce que ça coûte plus cher, donc ça nécessite que les collectivités puissent trouver des partenaires comme nous capables de les accompagner sur une plus longue période. C'était le cas du Phébus, c'est le cas aussi auprès du syndicat mixte des pays de l'Adour et du Pays Basque pour le renouvellement de sa flotte de bus. Donc les portes de la Banque du Territoire sont ouvertes à toutes les collectivités, vous pouvez le dire aujourd'hui. Effectivement, les portes, les prêts, les moyens d'accompagnement sont ouverts à toutes les collectivités. Et là, c'est une spécificité que nous avons. Nous en avons plusieurs. Parce que nous, quand on prête, en fait, les gens ne le savent pas, mais on prête l'argent que les Français mettent sur leur épargne populaire. C'est l'argent du livret A. L'argent que les Français mettent sur leur livret A auprès des banques de leur choix. Les 2/3 arrivent chez nous. On transforme ces dépôts à très courte période en prêts de très long terme pour faire du logement social, pour faire des projets publics. Et que vous soyez la plus petite commune de France ou que vous soyez le plus gros conseil régional de France, ce sont les mêmes conditions, c'est le même taux, c'est la même offre de prêt. C'est assez sécurisant pour le futur, parce que le livret A, c'est encore l'épargne préférée des Français. Vous serez peut-être là pour la LGV au sud de Bordeaux. On en parle. Très bien. Au moins, on s'aperçoit que le livret A rapporte au moins aux collectivités. Je me tourne parce que Rémi Orlin parlait du vélo. Conseil départemental, vous êtes en selle. Ah oui, tous en selle. Et on s'y colle. Et on s'y colle, bravo. En effet, des infrastructures pour le vélo, c'est nécessaire. Des itinéraires cyclables. Depuis 2007, donc le plan vélo a démarré, la politique vélo a démarré au département. La véloroute 81, la V81, de Bayonne à Perpignan. On peut passer de l'Atlantique à la Méditerranée, tous en vélo. En utilisant aussi un vélo électrique quand on est un peu empoté comme moi, quoi. Chacun son niveau. Voilà. C'est vrai, moi je prendrai le vélo électrique, je prendrai le vélo mécanique et on cheminera de l'Atlantique à la Méditerranée. C'est 2 régions, 6 départements. Sur le département 64, ce sont 50 communes qui sont traversées essentiellement par des voies vertes. 170 km de voies vertes sur notre département. Dans la V81, on est quasiment au bout. Sur notre département, et c'est de plus en plus utilisé, et ça permet aussi de cheminer pour des déplacements de courte durée pour nos citoyens locaux. Alors, par contre, ça fait 600 km d'après ce qu'on m'a dit. Exactement. Dans mon souvenir, quand je fais Bayonne-Narbonne sur la 64, c'est un peu moins de 600 km. Il y a des virages. Il y a des virages. Voie verte, c'est pas de la ligne droite, c'est on chemine au milieu de la nature, et ça permet aussi de découvrir le patrimoine naturel de nos villes, et villages, départements et régions. Et un deuxième itinéraire, c'est la Vélodyssée, le littoral européen, de Roscoff à Hendaye. Dans le même esprit, on passe à proximité des plus plats, voilà, à proximité des gaves, des ruisseaux, des fleuves. Il y a aussi des actions en direction des EHPAD ou des ESAT. Dans le cadre de notre plan vélo que l'on a voté en 2020, la mobilité pour tous, en effet, les citoyens, mais aussi dans les ESAT. Nous sommes sur une phase expérimentale d'achat et de mise à disposition à l'ESAT de Saint-Palais, par exemple, de vélos électriques à destination des bénéficiaires ou des personnes de l'ESAT ou de l'EHPAD sur la commune, qui permet à ces bénéficiaires, à ces publics de se réinitier, parce que les seniors, eux avaient déjà l'habitude de pratique. Il y a une dimension santé aussi dans cette approche. Exactement, parce qu'on sait bien que le senior doit continuer à être mobile pour permettre une meilleure santé dans les établissements et les longueurs de vie. Donc en effet, les publics jeunes, parce que si les jeunes dans les rues, on les incite à pratiquer le vélo, mais en toute sécurité. Donc il y a de la sensibilisation et surtout de l'achat de vélos électriques. Ça, c'est la phase expérimentale. Alors merci à tous pour vos propos qui nous éclairent un petit peu sur tous les efforts qui sont faits tant du collectivité, des banques et des entreprises privées pour accompagner la transition vers des nouvelles mobilités un petit peu moins énergivores. Alors, il y a quand même une question qu'on se pose, je pense que Bruno vous l'a posée aussi, à la lumière de tous ces échanges, il y a plein d'efforts, et on se dit que l'urgence,
c'est que est-ce que les efforts vont correspondre à l'urgence du moment? On voit que, comme on l'a dit en introduction, la planète brûle, pour pas citer un président qui en avait parlé il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années. Est-ce que ça suffira à tous ces efforts? On va commencer peut-être avec vous, Monsieur Tillous. Alors, moi, je ne suis pas chercheur, hein, simplement quand on écoute les membres du GIEC, hein, ils disent qu'effectivement la situation est dramatique, mais que néanmoins il n'est pas trop tard. Donc on voit bien, il n'y a pas une seule solution, il y a plein de solutions qu'il faudra effectivement mettre en œuvre et puis peut-être accélérer pour répondre à l'urgence climatique. Oui, je rebondis. Il n'est pas trop tard, dit François Tillous. Vous partagez ce sentiment, Rémi Erlin? Alors, il n'est pas trop tard. Il est trop tard pour se dire qu'il n'y aura pas d'effet. Des effets, il y en aura. Ils sont déjà là, on les constate tous au quotidien. Donc, cette partie-là est perdue. La partie qui n'est pas perdue, c'est de pouvoir enrayer l'emballement. Ça, il n'est pas trop tard, et c'est maintenant qu'il faut qu'on se mobilise. Et il n'est pas trop tard non plus pour s'adapter, parce que ces conséquences, ces contre-coups, il va falloir qu'on puisse les surmonter le plus possible dans l'adaptation et le moins possible dans la douleur. Donc pour ça, il n'est pas trop tard, et c'est pour ça qu'on n'est pas trop nombreux autour de la table, et même collectivement, pour se mobiliser. Simon Tauzé, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la transition vers depuis des énergies fossiles jusqu'à ces nouvelles énergies dont on a parlé pendant cette heure de conversation, est-ce que vous pensez qu'elle va assez vite? On aimerait que ça aille encore plus vite. En tout cas, côté GRDF, on fait plus qu'accompagner le mouvement, puisqu'on a un projet d'entreprise qui vise à 100% de gaz vert en 2050, 30% en 2030, et ce sera le cas en Aquitaine, qui est une région potentiellement riche en gaz vert, puisqu'elle sera certainement exportatrice de gaz vert en 2050. Et pour rejoindre ce qu'on disait sur la mobilité, il y a quand même une forte accélération. Vous avez un bus sur deux, donc c'est surtout les grosses agglomérations, un bus sur deux neuf dont le choix s'est porté sur le gaz naturel cette année, parce qu'ils prennent du gaz vert, justement. Et vous avez 4 fois plus de poids lourds immatriculés en 2022 qu'en 2018, qui roulent aussi au poids lourd pour faire des livraisons de marchandises en évitant le CO2 et les particules fines. Alors Samuel Sanchez, vous, le Crédit Agricole montre l'exemple, mais c'est un message aussi que vous faites passer à vos sociétaires? Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Et puis on a des réalisations concrètes. On a été un peu précurseur sur le sujet, et puis depuis 2009, on a créé une filiale destinée aux énergies renouvelables qui s'appelle Capgen. Donc aujourd'hui, c'est une filiale qui crée de nouveaux projets, qui gère aussi un parc de centrales. Donc aujourd'hui, c'est 1080 centrales. C'est une production annuelle de 4 fois et demi la consommation de poids en électricité. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est une volonté forte. Bouchée double. On essaye en tous les cas, et puis on a vraiment la volonté de continuer et d'être acteur majeur de cette transition. Sandrine Lafargue, vous êtes la dernière à parler, à offrir votre conclusion. Les collectivités, elles sont moteurs dans cette transition, on l'a vu avec tout ce que fait le département 64. Le rapporteur du GIEC nous expliquait lors d'une conférence que le climat a augmenté sur la planète en 10 ans d'1,1 degré, que les solutions de chacun, les pratiques de chacun sont essentielles, mais que les politiques publiques doivent vraiment être incitatrices, facilitatrices, pour que les citoyens puissent accéder aux transitions, transformer leurs pratiques de mobilité. Et en effet, le département incite, accompagne les collectivités à ces transitions énergétiques, puisqu'on n'a pas le choix. C'est pas terminé, je suis toujours très optimiste, c'est pas la fin du monde, mais c'est maintenant qu'il faut changer les pratiques, et les collectivités incitent à tout ça. Merci beaucoup Sandrine Lafargue pour parfaite conclusion. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble du dossier qu'on a consacré à cette question, à ces questions de mobilité, d'évolution des mobilités dans notre journal de ce mardi. Dossier que l'on retrouvera tant sur le site de Sud-Ouest que sur le site de la République des Pyrénées. Et nous retrouverons sûrement nos partenaires, nos intervenants pour continuer de travailler sur ces mobilités et cette transition écologique. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.